14h59 sur le plateau d'All4Pack TV, le marathon continue avec le métal dans tous ses états. Oui, pas la musique, hein, le matériau. L'emballage métallique, c'est un matériau noble qui repousse sans arrêt ses limites. Économie circulaire, éco-conception, recyclage à l'infini, mais aussi sécurité sanitaire. L'emballage métallique, c'est une évidence quelque part dans le monde moderne. Sur notre plateau, Olivier Drolette, bonjour, vous êtes délégué général du SNFBM, le syndicat national des fabricants de boîtes emballage et bouchage métallique. Il y a un bec à sauter hein, dans le logo. Bon. Absolument. En face de vous, Sylvain Jungfer, vous êtes délégué général de Bonjour. BCME, la boîte boisson. Bonjour, la canette métal et aluminium, quoi, pour faire simple. Et à côté de vous, Bruno Narcy, vous êtes directeur du LEREM. Cette lourde responsabilité vous incombe, c'est le laboratoire d'études et de recherche des emballages métalliques. On commence avec vous, Olivier Drolette. On rappelle un chiffre, l'emballage métal, il est 35% plus léger qu'il y a 20 ans. Vous êtes finalement une filière tellement discrète que beaucoup de gens l'ignorent. Oui, c'est vrai qu'on finit par l'ignorer nous-mêmes parce qu'on a commencé beaucoup plus tôt que les autres. Effectivement, lorsqu'on voit de l'emballage métallique aujourd'hui, on se rend plus compte que les boîtes de conserve qui semblent ne pas avoir changé depuis 50 ans, en réalité, elles ont sacrément changé à l'intérieur et à l'extérieur. Et notamment, vous avez des moulurages qui sont faits sur les boîtes de conserve et qui permettent d'économiser jusqu'à 35% de matière pour une même résistance d'une boîte. Donc le consommateur ne le voit pas, mais il y a beaucoup de travail qui est fait en recherche et développement, année après année. Et nous avons commencé beaucoup plus tôt que les autres. Ça paraît très ingrat finalement, mais le métal est recyclable à l'infini. Oui, alors il est recyclable à l'infini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les boîtes métalliques sont faites à partir d'un matériau permanent. Qu'est-ce qu'un matériau permanent ? Eh bien, c'est un matériau qui est issu de matières fossiles qu'on va creuser dans la terre, qu'on va transformer le charbon, le minerai de fer en acier et la bauxite en aluminium. On va voir des images en même temps qu'on parle, hein, sur une petite vidéo qui nous montre un peu le processus. Et l'avantage d'un matériau permanent, c'est que lorsqu'on a fait un emballage avec un matériau permanent et qu'il est proprement mis dans le bac jaune de récupération des emballages en fin de vie, il est systématiquement recyclé pour en refaire des emballages ou autre chose, comme on le voit d'ailleurs sur l'écran. Ça devient parfois des sauts. Oui, il y a même des publicités marrantes sur le recyclage, mais vous n'en avez pas encore fait sur le métal. Hein. Alors, justement, on a développé dans la filière, parce que c'est un concept qui pour nous est évident, on recycle à l'infini, mais on a développé un logo qui s'appelle métal recyclable à l'infini pour que le consommateur est à l'esprit que ce qu'il a dans les mains est trop précieux pour être jeté, doit bien être mis dans le bac jaune de recyclage pour refaire des emballages. Oh, ça, je crois que la plupart des gens ne le savent pas encore, hein, effectivement. Absolument. En quoi est-ce que le choix d'un emballage métal est moderne aujourd'hui pour un fabricant ? Bien, écoutez, je pense que c'est pour cette raison. Encore une fois, oui. Déjà, ça répond aux préoccupations de développement durable et d'économie circulaire, de pouvoir recycler à l'infini un matériau, ce que peu de gens finalement savent. Mais également, il y a tout un tas de recherche et développement qui n'apparaît pas encore systématiquement pour le consommateur, mais que ce soit aussi bien dans l'éco-conception que dans le contact alimentaire, puisque nous avons substitué par exemple tous les vernis intérieurs des boîtes pour se conformer à la législation française qui interdit le BPA en France. Donc, nous le avons BPA, c'est le bisphénol A, pour être vulgarisateur. Donc ça a été fait depuis 2013 pour la petite enfance, 2015 pour les autres contenants, et même voilà. Donc c'est un travail considérable qui a été développé au travers de toute la filière pour finalement se conformer à la législation française qui évolue sans arrêt. Je voudrais qu'on parle du gisement des emballages métal aujourd'hui. Est-ce que ce gisement est bien géré, bien collecté et finalement suffisant ? Eh bien, c'est, comme je vous le disais, matériau permanent, recyclable à l'infini. Il faut que le consommateur ait bien présent à l'esprit que s'il le met dans le bac jaune, il sera systématiquement recyclé. Et donc, ce qui est important, c'est la collecte des emballages après utilisation. Et puis l'équipement. C'est pas en fin de vie parce que justement il va revivre cet emballage. La vie est sans arrêt renouvelée avec ce matériau permanent. Et ce qu'il faut, c'est adapter les centres de tri
qui sont équipés de bandes magnétiques pour récupérer automatiquement les emballages acier, mais ce qui n'est pas encore suffisant en France, c'est l'équipement des centres de tri en courant de Foucault pour automatiser la récupération des emballages aluminium. Voilà. Sylvain Jungfer, vous êtes délégué général de BCME, la boîte boisson, qui représente la filière française de l'emballage, donc pour les boîtes boissons ou les canettes. Vos adhérents, on peut citer par exemple les groupes Ball, Cron, Ardagh, ArcelorMittal aussi pour l'acier, qui représentent 55% des canettes, ou encore Constellium pour l'aluminium, qui représente le reste finalement. Hein, voilà. Est-ce que la canette métallique se porte bien ? Alors la canette se porte très très bien. Donc il y a un peu plus de 5 milliards de canettes qui sont produites en France. Chaque année ? Chaque année, 5 oui, milliards. Depuis 2-3 ans. C'est une croissance de 5% par an ces 5 dernières années. C'est une croissance double de la croissance européenne. Et puis on le voit sur cette slide, c'est 4000 emplois directs et indirects, 28 usines et centres de recherche-développement, 250 millions d'euros qui sont investis en France par nos adhérents et les grandes marques qui embouteillent la canette. Donc c'est effectivement une filière qui se porte bien. C'est aussi une consommation qui se développe puisqu'elle a été multipliée par 4 ces 20 dernières années. Et il y a à peu près 75 canettes par habitant qui sont consommées en France. Et voilà. Par an 75 canettes, oui, c'est presque plus que du pain. Non, j'exagère. Autre temps, autre mœurs, en quelque sorte. Ouais. Et la grande distribution distribue 75% du total des canettes, voilà, je crois. Vous avez complètement raison, c'est 75%, et c'est l'emballage qui est par contre le plus présent en dehors de la grande distribution, ce qu'on appelle le marché du hors domicile. Hors domicile. Voilà, 25% de nos canettes sont vendues et consommées dans le hors domicile, soit à peu près 1 milliard de canettes sur les 5 milliards. On comprend la difficulté effectivement du geste de tri derrière. Hein, voilà. Parlons du recyclage effectif. Je crois savoir que 3 boîtes sur 4 sont effectivement recyclées aujourd'hui. Donc ça veut dire que le geste de tri n'est pas si mauvais que ça. Le geste de tri est bon. Olivier en a parlé. Vous en avez parlé tous les deux. Il faut plus de bacs jaunes pour qu'au niveau du foyer, les canettes soient bien mises dans le bon bac et derrière soient triées, recyclées. Plus d'économies de Foucault de courant de Foucault pour recycler l'aluminium. Mais le courant de Foucault. Oui, 3 canettes sur 4 sont recyclées. C'était 2 sur 3 il y a quelques années. Oui. Et donc je pense qu'à travers cette progression du geste de tri et puis notre programme Chaque canette compte dont on va dire un mot, les gens s'habituent de plus en plus à recycler un emballage dont on a dit qu'il était recyclable à l'infini. Oui, alors ce programme Chaque canette compte, pour que chaque canette compte, on pourrait rajouter, il a été lancé il y a plusieurs années, en 2010 je crois, et c'est vraiment pour aider à la collecte de la canette hors du domicile. Alors on pense évidemment aux plages en particulier. Alors, c'est pas tellement... Ah non, ça, c'est vacances propres, c'est autre chose. Oui, mais il y a des canettes, heureusement, qui sont consommées à ce moment-là. Mais c'est surtout un programme pour les entreprises, donc pour tout ce qui est consommé dans le milieu du travail, et en même temps, lors des grands événements, puisque nous sommes présents depuis plusieurs années avec tous les grands événements français, que ce soit les 24 heures du Mans, la braderie de Lille, récemment le Tour de France, on vient de faire le Vendée Globe. Et donc la présence de nos bacs verts que nous donnons à nos partenaires, il y en a maintenant 36, nous a permis depuis le début du programme de collecter pas loin de 40 millions de canettes, sinon qu'auraient été enfouies ou incinérées, c'est plus de 3000 tonnes de CO2 économisées. Ouais. Donc c'est un programme qui plaît beaucoup. Il y a plus de 1500 sites de travail qui ont nos bacs verts. Les festivals musicaux aussi, il y a énormément de canettes qui sont consommées. Hein. Oui, et il y a de plus en plus de festivals. Absolument, nos partenaires sont là. On a maintenant une grande expertise. C'est un programme original qui, d'ailleurs, grâce à tout le travail qu'on a pu faire, nous a permis de signer un partenariat avec Eco-Emballage pour 3 ans, qui va être renouvelé. Aussi un partenariat avec Coca-Cola pour les grands événements où ils distribuent des canettes. Pour être très clair, c'est-à-dire que Eco-Emballage apporte finalement du financement pour les petites entreprises ou les associations qui viennent collecter ces canettes sur le hors-domicile. Tout à fait, c'est très vertueux, c'est-à-dire que Eco-Emballage certifie que les emballages qui ont été collectés par nos partenaires ont bien été recyclés et abondent donc à la tonne en fonction des différents emballages, parce que nos partenaires ne font pas uniquement que la canette, ils font aussi le plastique et le carton.
Et qui fait de vous des acteurs responsables, effectivement. Félicitations pour ça. Alors, juste un dernier mot. Et on va présenter, voilà. Dans la médiatisation de ce qu'est le métal, finalement, et la canette, vous avez diffusé un reportage avec l'aide d'un journal. Expliquez-nous. Voilà, tout à fait. C'est dans le cadre de la semaine qui est en ce moment sur l'environnement, une semaine internationale sur l'environnement. On a fait un partenariat avec Mon Quotidien et Mon Petit Quotidien. Pour les enfants et les ados. Pour les enfants, donc c'est de 6 à 14 ans, dans lequel on explique le geste de tri et en quoi, d'une manière ludique, c'est intéressant de recycler. Donc il y a des jeux où on leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on fait un mini concours. Et là, notamment pour les 10-14. Alors si vous pouvez le montrer devant vous, on va vous prendre en retour caméra. Voilà. Alors c'est un format qui est grand, mais on voit effectivement avec le titre la canette recyclable à l'infini et donc la boucle vertueuse effectivement de la canette. Voilà, c'est ça. On la voit là comme ça. Et donc là, c'est la boucle vertueuse de la canette, du cycle. Vous avez même réussi à tout montrer. Voilà, bravo à l'équipe technique qui a réussi à faire le plan. Ouais, merci. Il y aura 1 800 000 lecteurs, donc des jeunes. Et ce sera, j'espère, repris par les professeurs, puisqu'il y a beaucoup de professeurs qui sont abonnés à ces journaux. Dans les écoles. Olivier Drolette, on va dire quelques mots rapides, mais on ne peut pas faire un plateau sur le métal sans parler de la conserve à pertiser, la conserve, quoi. Absolument. Et ça, c'est le rôle de l'UPIA en particulier, que vous représentez aussi aujourd'hui. Il y a une union, alors mon collègue Julien Coyer qui n'a pas pu venir. Donc je vais le remplacer au pied levé, simplement pour rappeler que l'UPIA est l'Union professionnelle pour la promotion de l'industrie de la conserve à pertiser. Il faut rappeler que c'est une invention française, Nicolas Appert, à la fin du XVIIIe siècle. Il a vécu presque 100 ans, Nicolas Appert, entre 1750 et 1850. Comme quoi, ça conserve. Vous voyez, ça conserve, c'est absolument... Il fallait la faire, celle-là. Absolument. Et donc, les ambitions de l'UPIA, c'est de maintenir, voire augmenter la consommation de conserve, d'améliorer l'image, de rappeler que c'est malgré que c'est un emballage moderne qui répond aux préoccupations actuelles, notamment de découpler la production de la distribution, puisque la conserve permet de conserver les aliments avec toutes les valeurs nutritionnelles jusqu'à 5 ans, 6 ans parfois. C'est un produit éternel, cette conserve. Absolument. Mais est-ce qu'elle a un sujet aujourd'hui d'inquiétude ou une mutation importante? Non, c'est un matériau, c'est un emballage d'avenir qui répond aux préoccupations de développement durable, réduction du gaspillage alimentaire, le fait de pouvoir conserver des aliments pendant 5-6 ans à température ambiante sans énergie, et de pouvoir exporter ces produits dans le monde entier en gardant les qualités du produit. Donc l'UPIA est chargé de promotionner la conserve sur le marché français et également par ricochet sur le marché international. Ils ont actuellement ciblé une cible de jeunes pour intéresser les jeunes sur la conserve et de voir. Ah oui, effectivement. Il y a même un clip vidéo qu'on n'a pas le temps de diffuser aujourd'hui, mais effectivement, voilà, un clip vidéo avec une égérie, qui est une humoriste. Absolument. J'encourage tous les jeunes à taper laconserve.com et d'aller voir les clips qui sont faits pour justement donner toutes les clés concernant l'évolution de l'invention de la conserve et comment elle évolue dans le temps. Voilà. On va terminer avec vous, Bruno Narcy. Vous allez nous mettre en boîte, j'en suis sûr. Vous êtes directeur du LEREM, le laboratoire d'études et de recherche des emballages métalliques. Alors, on est bien dans les emballages métal et alu. C'est un labo qui existe depuis 1961, donc c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Et vous-même, vous n'étiez pas né. Ah bah non, 61, non. Quel est votre champ d'application en termes de produits précisément? Sur quoi réfléchissez-vous? Alors au niveau emballage métallique, nous on va intervenir dans à peu près tout, sauf la conserve, justement, ce qu'on évoquait précédemment. Donc on va intervenir sur l'emballage industriel, l'emballage qu'on va retrouver aussi dans les grandes surfaces du bricolage, les pots de peinture, des choses comme ça. Et puis beaucoup l'aérosol. Les aérosols qui se développent très fortement, manifestement. Qui se sont fortement développés ces dernières années, en particulier en France l'an dernier. Quelle est votre mission première? C'est d'intervenir au niveau de la sécurité. Du contrôle peut-être. Du contrôle. Alors ça veut dire quoi? Avant la mise en marché? C'est ça. Au niveau de la réglementation pour le transport de marchandises dangereuses, il y a des règles qui sont internationales, il y a des règles françaises aussi. Et on est agréé par le ministère en charge des transports pour effectuer des épreuves sur ces emballages afin de vérifier qu'ils sont aptes ou pas
à transporter. Alors ça veut dire quoi, vous sautez dessus à pieds joints? Comment ça marche? Pas tout à fait, on les fait tomber. On fait des essais de chute, oui, des essais de très haut. Plus c'est dangereux, plus on le fait tomber de haut. D'accord. Donc on met plus de sécurité. Vous avez un petit côté sadique pour faire ça? Il y a un petit côté quand même un peu particulier, c'est vrai. Et puis on fait des essais de pression aussi pour simuler par exemple un emballage qui pourrait se retrouver au soleil ou des choses comme ça, dans des conditions plausibles de transport. Et ça, c'est des essais vraiment bien réglementés. Alors, j'imagine, vous parliez des aérosols, c'est là que vous avez le plus de travail aujourd'hui, parce que cosmétiques, parapharmacie, pharmacie, vétérinaire, alimentaire, il y en a partout des aérosols aujourd'hui. Il y en a partout, il y en a aussi beaucoup à la maison. Ouais. Ah oui, les produits maison, bien sûr. Produits pour la maison, pour le produit pour nettoyer le four, par exemple, les salles de bain, les désodorisants d'atmosphère. Enfin, vous avez énormément d'applications différentes. Et vous vérifiez tout ça, tous les produits, avant la mise en marché? Tous les produits, malheureusement, non, mais on va dire de manière aléatoire. Voilà, c'est ça. Quel est l'enjeu? Il y a des essais importants qui sont de vérifier la résistance du boîtier. Donc là, c'est vraiment l'emballage métal. Où on est amené à vérifier qu'ils vont pouvoir être chauffés un petit peu. Surtout ne jamais mettre un aérosol au-dessus de 50 degrés. Mais c'est prévu et il y a une marge de sécurité qui est très importante par rapport à ce conseil vraiment important de ne pas le mettre au-dessus de 50 degrés. Est-ce que vous avez déjà fait sauter le labo? Pas encore. Ah, dites donc. Bon, on ne vous souhaite pas surtout. Il y a eu un enjeu principal ces dernières années, c'est les fameux bisphénols, et on va terminer là-dessus. Est-ce que cette problématique est derrière nous? La problématique pour tout ce qui est conserve est derrière nous. Vous avez réussi à remplacer par vos travaux, en particulier, les bisphénols? Les fabricants ont effectivement fait un travail colossal pour arriver à remplacer ces vernis avec BPA, avec des solutions qui n'en ont plus. Le métal est d'aujourd'hui, il est aussi de demain, c'est un matériau d'avenir, vous l'avez bien compris. Merci messieurs pour cet éclairage sur les enjeux de la filière métal. Dans 10 minutes sur ce plateau, dans 9 minutes exactement, c'est Henri Saporta, directeur de la rédaction d'Emballage Magazine, qui présente Innovation Lab. Henri accueillera IP3 Concept, une start-up qui propose un nouveau concept de palette en carton ondulé, mesdames, messieurs. Rendez-vous compte, IP3 Concept fait beaucoup parler d'elle, vous saurez pourquoi dans 9 minutes exactement. Très bel après-midi sur All for Pack.